Mesdames et Messieurs, bonsoir. Une page politique pour l'entame de cette édition. Nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses. Ce communiqué signé par le secrétaire général du dit ministère, Seydou Halidou, a trait à la répartition des sièges pour les élections législatives et par parti politique. La teneur avec Maria Maketa. La Cour constitutionnelle a validé les résultats des élections législatives du 27 décembre 2020 par l'arrêt numéro 19/CC/ME du 27 février 2021. Au terme de cet arrêt, les partis politiques ci-après ont obtenu le nombre de sièges suivants. PNDS Taraya 79 sièges, Modern Lumana Africa 19 sièges, MPR Jamhouria 14 sièges, MNSD Nassara 13 sièges, CPR Inganti 8 sièges, RDR Tchangi 7 sièges, MPN Kishinkasa 6 sièges, ANDP Zamalahia 3 sièges, PJP Génération Doubara 2 sièges, RDP Jama'a 2 sièges, RPP Farilla 2 sièges, ARD Adalti Mutunti 2 sièges, Amin 2 sièges, MDN Falala 2 sièges, RSD Gaskia 1 siège, ADEN Karkara 1 siège, PSD Basira 1 siège, ADR Mahita 1 siège et RNDP Anema Banizumbu 1 siège. Les partis ci-dessus cités sont invités à déposer auprès du greffier en chef de la Cour constitutionnelle au plus tard le mardi 2 mars 2021 à 18 h les noms des candidats et leurs suppléants devant occuper les sièges obtenus dans le respect des dispositions des textes suivants. 1. Article 3 du décret numéro 2020-670-PRN-MISP-D ACR-MPF-PE du 26 août 2020 portant modalité d'application de la loi numéro 2000-008 du 7 juin 2000 instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État, modifié et complété par la loi numéro 2019-69 du 24 décembre 2019. Au terme de cette disposition, le parti politique est tenu d'affecter la proportion d'élus de l'un ou de l'autre sexe correspondant aux 25% dans la détermination du quota sur chaque liste, lorsque la fraction restante est supérieure ou égale à 0,5%. Il est arrondi à l'excès jusqu'à l'obtention du taux de 25% sur la liste globale de la circonscription électorale. 2. Article 143, alinéa 1 et 2 du Code électoral qui dispose que les listes des partis politiques doivent obligatoirement comporter au moins 75% de candidats titulaires au moins du BEPC ou de son équivalent et 25% au plus de ceux ne remplissant pas cette condition. Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent. Sur le même chapitre, le chapitre politique, sachez que le nouveau président élu Bazoum Mohamed continue de recevoir les félicitations des chefs d'État des pays amis. Aujourd'hui, il a reçu un message de félicitations du président Assouman Azali de la République islamique de Comores. Autre communiqué qui émane cette fois-ci du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que l'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 est prévue pour le lundi 1er mars 2021 à l'hémicycle Place de la Constitution à partir de 10 h. Les initiatives se multiplient sur l'ensemble du territoire national pour asseoir la paix et la cohésion sociale. C'est dans cette dynamique qu'une séance de lecture de 5 courants suivie de Fatia a été organisée ce matin à Tanout, une activité initiée par le comité de gestion de la mosquée Khair al-Oumma d'État avec Maman Lochilo et Abdraman Mazou. C'est la mosquée Khair al-Oumma du quartier Sahara de Tanout qui a servi de cadre à cette séance de lecture du Saint-Coran suivie d'une Fatia. Une rencontre qui a enregistré la présence des autorités administratives, coutumières, les élus locaux, les leaders religieux et un grand nombre de la Oumma islamique, hommes et femmes.
Un acte recommandé à la communauté musulmane par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint, le Coran, verset 110 de la sourate Imran, défini comme communauté qui doit ordonner le convenable, à savoir la paix, la concorde, la solidarité, le respect mutuel, la tolérance religieuse, la fraternité ainsi que toutes les vertus pour bâtir une communauté unie, viable et capable de surmonter tous les défis. La même sourate instruit la communauté à s'interdire les blâmables, la désunion, la violence, la haine, les mépris, les dénis de la vérité et la fitna pour éviter de tomber dans la ruse du Satan. Ce sont des valeurs universellement reconnues et admises par la Oumma islamique. La lecture du Coran et les invocations font partie des activités quotidiennes d'une mosquée. Mais compte tenu du contexte actuel, il est de notre devoir, c'est un devoir pour nous, de conférer à ces activités une dimension de rappel. Car l'être humain a tendance à polémiquer et à nier l'évidence. Je lance par conséquent un appel à tous nos compatriotes, sans aucune distinction partisane, religieuse, ethnique, pour qu'ils s'engagent résolument dans le chemin de la paix, de la tolérance, de la solidarité, pour concrétiser l'émergence du Niger au plan mondial. Pour sa part, le chef de canton de Tanout a insisté dans son intervention sur l'unité nationale, la cohésion sociale et la poursuite de ce genre d'action. Nous souhaitons à ce que cette prière soit une continuité pour la cohésion. Le secrétaire général de la préfecture de Tanout a quant à lui apprécié la qualité de cette initiative du comité de gestion de la mosquée Khair al-Umma. Nous espérons que par la grâce de Dieu, cette séance de prière nous aidera beaucoup. Les leaders religieux de la localité ont saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel aux fidèles à promouvoir la culture de la paix et de la fraternité entre toutes les filles et fils du Niger. Sous le même élan, la reine de lutte traditionnelle de Tawa a servi de cadre au lancement de la journée de mobilisation spéciale pour la paix et la violence post-électorale au Niger, organisée par l'ONG SOS Civisme Niger avec l'appui financier de l'Union européenne. Le point avec Cherifout Mahmoud. Cette journée de mobilisation sociale pour la paix et la non-violence post-électorale qui intervient après les différentes échéances électorales a vu la mobilisation de la jeunesse de Tawa, mais aussi des délégations venues d'autres régions du pays dans le but de réveiller la fierté de vivre ensemble dans la paix et la tolérance qui font un peuple, une nation au destin commun. Notre peuple qui fait face à de multiples défis, dont sécuritaires, a plus que jamais besoin de la paix pour amorcer son développement, tout en bannissant les violences qui sont dommageables à notre fraternité et en cultivant la culture du progrès et du travail, parce qu'après tout, c'est à nous de construire notre pays. Aussi, il convient de rappeler à l'ensemble des citoyens de ne céder à aucun acte à la violence, tout simplement parce que les contestations de quelque nature qu'elles soient en République du Niger doivent être portées devant les juridictions compétentes en usant les voies de recours prévues par les lois en vigueur. Occasion saisie par le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tawa de réitérer ses remerciements à l'endroit de l'ONG SOS Civisme pour cette initiative et invite le peuple nigérien à promouvoir la culture de paix et de tolérance qui constitue la richesse du pays. Je profite de cette opportunité pour lancer un appel à tous les citoyens nigériens en général, notamment les jeunes, pour faire la promotion de la culture de la paix et de se garder de poser des actes contraires à l'unité nationale qui constitue la richesse de notre pays. Aussi, je salue cette idée originale de SOS Civisme Niger qui, à l'occasion de cette journée de mobilisation sociale, a choisi la lutte traditionnelle pour nous montrer que les élections nécessitent du fair play, c'est-à-dire dans la tolérance et la paix, car il y a toujours plusieurs lutteurs
et un seul champion. Pour joindre l'utile à l'agréable, cette journée a vu la tenue d'une compétition de lutte traditionnelle, un sport roi symbole de la cohésion nationale et de fraternité qui a opposé les lutteurs de Tawa, ceux de Zender et de Niamey. Au terme de toutes les compétitions, 4 grands prix allant de 200 à 50 000 francs CFA ont été attribués aux vainqueurs de ce tournoi par l'ONG SOS Civisme Niger. Sur un tout autre cadre, l'association des ressortissants du Zarmaganda dénommée Assinehini était hier à Mangazi, commune rurale de Tonikwindi. L'objectif de ce déplacement offrir une assistance en produits vivriers et non vivriers à ces populations victimes de violences. Le point avec Loli Moutar Menessara. C'est une journée historique qui sera ancrée à jamais dans l'esprit des populations du Zarmaganda, particulièrement celle de la localité de Mangazi et alentour. En effet, l'association Hassan Dehin vient une fois de plus assister ses frères et sœurs victimes du drame survenu à Zarumdare et Tchomabongo. Le maire de la commune rurale de Tondikwindi a souhaité la bienvenue à toute la délégation avant de les remercier du fond du cœur pour cette action de bienfaisance. Pour l'association Hassan Dehin, ce don est le fruit de la solidarité entre les ressortissants du Zarmaganda, résidant au Niger ou à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes à Mangazi. L'association Hassan Dehin Zarmaganda a donc réfléchi et a sollicité ses membres, ceux de la diaspora, comme ceux qui sont résidents au Niger, pour une quête qui a permis d'acheter 13 tonnes de céréales, un lot important de pain, 334 pièces en tampa notamment, plusieurs produits non alimentaires et alimentaires et une somme de 1 million de francs CFA, soit un total de 16 millions en valeur qui sont affectés aux 7 villages touchés par les événements de Tchombongu et Zarumdare. Le président de cette association, section de la diaspora, a appelé les communautés à cultiver la paix, l'entraide et la tolérance entre elles. matase hakika mo lokaci to irin ya fen dikarase zama irin kutta alter ko no bore mi ya fa he kan te gibisiyan irin bisan ne wone ngata samba kan diaspora bore ini to nan bora kulga ir ko se lokaci to zama gan bore ni kaddi irin wari ko mi labo no lakkal kanai in soje kan go bore batu ko subhanahu taala mino sai Après la remise officielle du don, le préfet du département de Walam a remercié l'association pour les multiples efforts, mais aussi d'avoir été là chaque fois que le besoin y est. Il me plaît aujourd'hui de prendre la parole devant vous pour vous remercier pour la énième fois par rapport aux actes de l'association Hassan Dehin. Ce n'est pas la première fois que j'assiste aux dons de cette association. L'association Hassan Dehin est une association à saluer à travers la fraternité qui existe entre les membres de cette association et leur village d'origine. Quant aux représentants des bénéficiaires, en l'occurrence les chefs des cantons de Walam, Simiri et Tondikwindi, ils ont apprécié le geste à sa juste valeur. Pour rappel, l'association Hassan Dehin est un groupement de ressortissants du Zarmaganda qui s'est fixé comme objectif l'assistance des populations de cette zone. Récemment, elle a fait don de plusieurs produits pharmaceutiques, des lits et autres équipements sanitaires au profit de l'hôpital du district de Walam. Une page nécrologique de cette édition pour noter le décès hier soir à l'hôpital de référence de Niamey de Zakar Maman de son vivant correspondant permanent de l'ORTN et de l'ONEP à Tilaberi.
Le directeur général de l'ORTN, le gouverneur de la région de Tillabéri et plusieurs de ses amis lui ont rendu un dernier hommage hier après-midi au cimetière musulman de Yantala, Réci, Adina Al-Galaz, Ousmane Sanyam. Vulnérables de 4 autres villages, notamment Talé, Kassani, Atformaï et Babagade Kwara, en raison de 30 femmes par village, bénéficient également de 3 têtes de caprin chacune, 2 femelles et un mâle. Samedi dernier, il était en reportage à Ayuru. 2 jours auparavant, il était à Filingué, venant de Terra pour un autre reportage. Bref, Zakari Maman était un reporter chevronné, infatigable et toujours plein d'inspiration pour tout genre de reportage. Même s'il est vrai que nul n'est indispensable, il était un maillon important dans la chaîne de travail que nous constituons au niveau de la station régionale de Tillabéri, où il collaborait depuis plus de 25 ans, en même temps qu'il était correspondant de l'Office national d'édition et de presse ONEP. Zakari Maman est né en 1961 à Gourès, région des Indères, où il fit ses études primaires et secondaires avant d'intégrer les centres de formation de cadres d'alphabétisation. Il en sortit nanti d'un diplôme d'instituteur adjoint. Après l'obtention de son diplôme, il fut affecté à Kolo, puis à Tintbaraden, Keita, Filingué et enfin à Tillabéri, où pour la passion du journalisme, il a été correspondant permanent de l'ORTN et de l'ONEP jusqu'à la date de son décès, ce vendredi 26 février 2021. Zakari Maman était marié à une femme et père de 5 enfants. Il a été inhumé ce samedi au cimetière musulman de Yantala, où pour cet ultime voyage, ses parents, amis, connaissances sont venus d'Ayuru, Terra, Filingué, Tillabéri et Niamey pour lui rendre un dernier hommage. L'ONU comptera le gouverneur Ibrahim Tidjani Katala, Seydou Ousmane, le directeur général de l'ORTN, les secrétaires généraux de la région de Tillabéri, les préfets d'Ayuru, celui de Terra, pour ne citer que cela, les directeurs centraux de l'ORTN, mais aussi ses collègues de travail. Zakari Maman a laissé l'image d'un homme discret, modeste, humble, jovial, très disponible, qui aime travailler sans relâche. Il était très respectueux, aussi avait-il l'estime de tous. Ce que je retiens de Zakari, c'est d'abord une personne très courtoise, très gentille, disponible pour ses collègues. Il y a une différence d'âge entre lui et moi, mais à chaque fois qu'il se présente à moi, il m'appelle chef au point où ça me gêne. Je reconnais à lui une personne très disponible. À chaque fois qu'on est dans la zone pour les reportages, c'est un confrère. Moi, je suis de la presse écrite, lui, il est de l'ORTN. Mais il nous a toujours apporté le soutien et l'appui nécessaire, comme il le fait avec ses collègues de l'ORTN. Donc, je garde de lui vraiment le souvenir d'une personne courtoise, gentille, que son âme repose en paix. C'est une très grosse perte pour l'ORTN. Zakari Maman, c'est quelqu'un qui a toujours tout donné. Moi, je l'ai connu d'abord quand j'étais du côté de la radio. Zakari Maman, c'est quelqu'un qui peut te faire chaque jour 2-3 reportages et très humble. Il ne demande jamais de transformer ou de faire quelque chose. Quand il fait son reportage, il laisse à l'appréciation de la radio. La radio diffuse régulièrement ses reportages. C'est une très bonne plume aussi, il écrit très bien. Et après, du côté de la télévision aussi, j'ai apprécié ses reportages parce que parfois il devient géri. C'est lui-même qui va sur le terrain, qui filme, il revient, il fait son commentaire, il monte. Donc c'est une très grosse perte pour l'ORTN. Et quant à l'homme, c'est encore autre chose. Parce que j'ai séjourné plusieurs fois à Tillabéri où chaque fois il est disponible, il est disposé à mettre les gens dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment une très grosse perte de la famille de la presse. Tillabéri a perdu un valeureux soldat, un soldat de terrain par Zakari dans les 4 coins de la région de Tillabéri pour recueillir les informations pour Télé Sahel et pour la Voix du Sahel. Homme de terrain qui ne dit jamais non à un travail et il va laisser un grand vide dans le camp des éléments de l'ORTN de Tillabéri, tout comme de l'ONEP de Tillabéri. Un valeureux journaliste qui est tiré de notre affection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Moi, je travaillais pendant 16 ans avec Zakari Maman. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Toujours disponible à aider quelqu'un. Toujours disponible à conseiller quelqu'un. Zakari Maman te parcourt les 13 départements de la région de Tillabéri et ne te dit jamais qu'il est fatigué. Tu lui donnes une mission, il ne te demande jamais qu'est-ce qu'il va avoir dans cette mission-là. Son objectif, c'est de faire la mission et de la réussir. Il nous a beaucoup aidés. Quand tu écris ton papier, tu soumets à Zakari Maman,
il te corrige ça avec plaisir. Zakari est ainsi parti et ainsi va la vie. Il nous manquera. Mais Zakari Maman, sache que ton nom restera gravé en lettres d'or dans les annales de la station régionale de Tillabéri en particulier. Que ton âme repose en paix. Amen. Que la terre lui soit légère. Amen. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour 28 février à Niamey la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Suivant à ces propos, un public reportage sur les activités de la Fondation Raoul Falero avec Oumou Jemila Mourejou. Séance de salubrité au Centre national dermatolèpre par les personnes infectées par la lèpre pour exprimer leur reconnaissance à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la lèpre. En effet, depuis l'institution de cette journée, d'importantes actions sont menées sur plusieurs plans pour améliorer la santé et les conditions de vie de ces personnes. Nous sommes très heureux de la commémoration de cette journée à notre honneur. Nous remercions tous les acteurs et partenaires qui œuvrent inlassablement dans le cadre de la lutte contre la lèpre. Avec les actions qui sont en train d'être mises en œuvre, on note des améliorations. Personnellement, mon état de santé s'est amélioré. Cette année, la journée a été célébrée sous le thème « Sensibilisation, meilleure stratégie de lutte contre la lèpre ». La journée mondiale de lutte contre la lèpre, instituée par la Fondation Raoul Falero, par Raoul Falero lui-même, c'est pour aider, c'est pour amener le monde entier à s'occuper des personnes affectées par la lèpre. Parce que les lépreux étaient abandonnés dans le temps. Ça, c'est la 68e journée. Donc, ça fait 68 ans déjà que cette journée est célébrée dans le monde entier. Au Niger, la prise en charge de cette maladie est assurée gratuitement par le Programme national de lutte contre la lèpre en collaboration avec ses partenaires. C'est un programme qui a été mis en place en 1992 suite à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 1991 dans l'objectif de l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique. Depuis lors, d'importants résultats ont été enregistrés dans ce sens. En 1992, le programme national de lutte contre la lèpre a vu le jour et avait comme objectif, conformément à la directive de l'OMS, d'éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique au Niger, c'est-à-dire avoir moins d'un cas pour 10 000 habitants. Et c'était un objectif fixé à l'horizon 2000. Et généralement, cet objectif n'a pas été atteint en 2000, mais c'est en 2002 que le Niger est parvenu à éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique sur le plan national. Les stratégies qui ont concouru à cela, c'est surtout la polychimiothérapie, c'est-à-dire la disponibilité pour la prise en charge spécifique des cas de lèpre basée sur la PCT, c'est-à-dire la polychimiothérapie qui est une triple antibiothérapie comprenant de la rifampicine, de la dapsone et de la clofazimine. Donc en ce moment, jusqu'en 2003, les régions aussi ont éliminé la lèpre, mais la lèpre continue à être problème de santé publique depuis lors dans certaines structures de santé périphériques, à savoir les centres de santé intégrés. En 2020, nous avons 16 centres de santé intégrés qui n'ont pas encore éliminé la lèpre. Et globalement, nous avons 277 nouveaux cas en 2020. Donc, si nous estimons qu'il y a une avancée très significative par rapport au tout début de la lutte, c'est-à-dire en 92 où nous avons en termes de prévalence environ 6306 cas en traitement à la fin de l'année 1993. Maladie infectieuse, guérissable, la lèpre peut être prévenue en cas de dépistage et de prise en charge précoce. Tant que les gens sont détectés précocement,
est prise en charge précocement, les possibilités d'avoir des infirmités sont très minimes, voire absentes. Et cela nécessite beaucoup d'efforts dans le domaine de la prévention. La lèpre, c'est une forte stigmatisation et même une auto-stigmatisation par rapport aux personnes même atteintes de cette maladie, qui continuent d'ailleurs à croire que la lèpre est autre chose qu'une maladie infectieuse, que c'est lié à un mauvais sort ou toute autre croyance religieuse qui ne permettent pas de mener convenablement la lutte dans la communauté. Donc la sensibilisation de la population est aussi un volet très important pour parvenir à mettre fin à la transmission. Au Niger, les personnes infectées par la lèpre sont soutenues et appuyées par plusieurs organisations internationales comme TLM Niger. La vision de TLM, c'est la lèpre vaincue, des vies transformées. Nous travaillons dans 6 régions du pays. À Niamey, par exemple, où nous sommes en train de fêter, nous avons fait d'importantes réalisations à l'endroit des personnes affectées, que ce soit leur permettre d'avoir des abris décents ou leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Alors nous leur venons en aide, n'est-ce pas, pour leur permettre d'avoir une vie meilleure. Nous appuyons aussi la scolarisation de leurs enfants. Nous appuyons l'apprentissage des petits métiers, n'est-ce pas? Tout ça pour leur permettre de lutter contre la pauvreté, les questions de discrimination, de rejet, de stigmatisation. Plusieurs actions restent encore à renforcer pour atteindre l'objectif de mettre fin à la lèpre d'ici 2030. Entre autres, la campagne de dépistage et la sensibilisation de la population pour faire comprendre que la lèpre n'est pas héréditaire. Et puis la population de Banakwara, village de la commune rurale de Sakadam, département de Dosso, ont procédé hier au lancement des travaux de construction d'une piste rurale longue de 10 km, une initiative propre des populations de la localité. Le point avec Al Hashimou et Haris Karba. C'est dans le village de Banakwara, plus connu par le nom de Damouakwara, que les populations ont volontairement décidé de construire une piste rurale reliant le village de Banakwara à celui de Barokwara. Une piste longue de 10 km afin de désenclaver ce village. Ainsi, tous les moyens de bord sont mis à contribution pour le lancement des travaux. Ce que nous voulons avec le gouvernement, de nous aider, parce que 10 km de route à construire par la population, et je crois que c'est une bonne chose. Nous voulons vraiment qu'ils nous aident, et comme il faut, matériellement et physiquement. En procédant au lancement des travaux de construction de cette route latéritique, le représentant du chef du village de Damouakwara, Kindo Sayou, a vivement félicité les populations des villages environnants qui ont apporté de précieuses contributions pour le lancement des travaux. Ils ont, par la même occasion, lancé un vibrant appel aux plus hautes autorités du pays de soutenir vivement ces actions qui concourent au développement à la base. Sur les chantiers, les populations font usage des charrettes, coupe-coupe, pelle, râteau ou tout autre matériel à portée de main, juste pour montrer combien la tâche sera ardue. Page sport de cette édition, dans le cadre du championnat national de football Super League, le Jean Gorzo a reçu son homologue de l'Espace Football Club de Zender au stade régional de Maradi. Au terme de la rencontre, les visiteurs ont remporté par un score de 2-1, précision avec Ankora Hassan. Dès l'entame du jeu, l'on pensait que le Jean Gorzo allait faire une bouffée des espérantistes de Zander qui, eux, avaient la faveur du vent, qui plus est les aider dans leur jeu. Néanmoins, à la 4e et 9e minute, le Jean Gorzo Football Club allait mener au score, n'eût été la maladresse des attaquants locaux. Mais en pareille circonstance, le chasseur devient facilement chassé car à la 11e minute de jeu, sur une balle arrêtée, Ibrahim Maman de l'Espoir Football Club de Zander, de la tête, ouvrit le score aux grandes dames des spectateurs de Jean Gorzo. Un but à rien. Les fans de Jean Gorzo usaient de tous les moyens pour donner de la voix afin d'amener les leurs à revenir au score. La prière est entendue car à la 16e minute de jeu, Mohamed Hamissou ramena les deux formations à égalité. Un but partout.
De mano à mano, les espérantistes trouvèrent une faille suite à une erreur monumentale du latéral droit de Jean Gorzo et prirent l'avantage par le truchement de Alassane Oumar. Nous étions à la 37e minute de jeu. 2-1, c'était le score en faveur des visiteurs à la pause. À la reprise, rien ne changea. Les locaux incapables de rattraper leur retard et d'ailleurs donnaient des signes d'un manque crucial de conditions physiques. À la 90e minute de jeu, Oumar Idi de Tawa, assisté de Mustafa Eliassou et de Ada Tounou, tous venus de Niamey, le 4e arbitre Mohamedou Nafiou, sous la direction de Mem Moussa, commissaire au match, siffle à la fin du temps réglementaire. Ainsi, l'Espoir Football Club de Zender bat le Jean Gorzo Football Club de Maradi par 2-1. Sani Saledi Tigana, coach de Jean Gorzo, fait l'analyse suivante. Il n'y a pas de coordination. Au moment où on a fait la 9e journée, et les dirigeants ont fait en sorte qu'on arrête les entraînements. Pourtant, les autres équipes sont en train de s'entraîner. On a fait partie de nos joueurs en vacances et pour 3 semaines. Maintenant, pour reprendre, on a beaucoup de difficultés parce qu'il faut reprendre à zéro. Nous, on n'a pas voulu cela. Bon, comme ce n'est pas nous qui commandons, c'est ça les encadreurs qui commandent. Donc voilà ce qu'ils ont dit de faire et on l'a fait. Et voilà les risques qu'on est en train de semer. Quant à Pascal Baka de Zander, devise. Il n'y a pas de secret. Si on a joué du bon football, c'est tout. Et puis vraiment, ça n'a pas été facile parce que vraiment, Jean Gorzo a une équipe très bien placée. Heureusement, on a un peu tenu la tête parce qu'on marque, ils reviennent. C'était vraiment un peu difficile. Heureusement pour nous que dans les minutes qui suivent, on a pu scorer. Et la deuxième mi-temps, maintenant, il faut gérer pour essayer de bien fermer les issues. Ce qu'il faut retenir à l'issue de ce match, c'est que le Jean Gorzo Football Club de Maradi manque de préparation physique et un plan de jeu idoine en pareille circonstance. Les éliminatoires régionales en prélude au championnat scolaire de mars 2021 qui se déroulera à Dosso ont été lancés ce matin par le secrétaire général du gouvernorat Soumana Karimoun au stade régional de Maradi. Précision avec Ankora Hassan. Dans son allocution à l'occasion du lancement de ces éliminatoires, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, Soumana Karimoun, a précisé que la pratique des activités physiques et sportives participe entièrement et pleinement à l'enseignement et à l'éducation des établissements scolaires, et cela corse le système éducatif nigérien. Un esprit sain dans un corps sain est l'apanage et à l'actif du sportif, a ajouté Soumana Karimoun, secrétaire général du gouvernorat de Maradi. Les éliminatoires régionaux du sport scolaire offrent aux sportifs scolaires des opportunités suivantes. Des atouts spécifiques aux jeunes et aux adolescents des deux sexes. Des animations socio-éducatives de proximité d'une part, récréatives et de loisirs d'autre part. Cependant, compte tenu du contexte actuel du Covid, tous les acteurs ici présents sont interpellés à respecter les consignes de prévention. Ce grand rendez-vous de donner et de recevoir, c'est-à-dire le championnat scolaire prévu à Dosso, doit être considéré comme un cadre d'échange entre les scolaires où doivent s'exécuter des activités de promotion de la jeunesse privilégiant l'approche jeune pour jeune, jeune par jeune et jeunes avec jeunes. Enfin, Soumana Karimoun, secrétaire général du gouvernorat de Maradi, a demandé aux encadreurs de faire un choix judicieux reposant sur la valeur intrinsèque des athlètes. Mais auparavant, le premier vice-président de la délégation spéciale de la ville de Maradi, Abdou Aya Mohamed, s'est réjoui du choix des organisateurs du fait que sa ville soit hôte de ces éliminatoires régionaux des sports scolaires où tout se tient et tout se tiennent en parfaite symbiose. Quant à l'inspecteur régional de l'éducation physique et sportive Moutari Bala Gomki, il a demandé aux participants, aux encadreurs et aux sportifs scolaires de marquer une attention particulière pour la réussite de ces éliminatoires, car de votre comportement dépendra le succès de ces activités, partant le triomphe de nos athlètes à Dosso au cours du championnat national scolaire en mars prochain, en sa 13e édition. En prélude au championnat national du sport scolaire, la direction des enseignements secondaires a mis en valeur toutes les prérogatives pour répondre aux soucis du ministère des enseignements secondaires. Ainsi, l'inspection régionale de l'éducation physique et sportive, IREPS, à travers leurs attributions dans lesquelles s'exercent des activités de promotion des sportifs scolaires, s'active pour marquer la participation de la région de Maradi à cette 13e édition du championnat Dosso 2021. Il est à noter que toutes les disciplines inhérentes à ce championnat sont retenues et investies par les athlètes de la région de Maradi, et cela dans tous les départements. Ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la teneur avec Maria Makeda.
La Cour constitutionnelle a validé les résultats des élections législatives du 27 décembre 2020 par l'arrêt numéro 19/CC/ME du 27 février 2021. Au terme de cet arrêt, les partis politiques ci-après ont obtenu le nombre de sièges suivants. PNDS Taraya 79 sièges, Modern Lumana Africa 19 sièges, MPR Jamhouria 14 sièges, MNSD Nassara 13 sièges, CPR Inganti 8 sièges, RDR Tchangi 7 sièges, MPN Kishinkasa 6 sièges, ANDP Zamalahia 3 sièges, PJP Génération Doubara 2 sièges, RDP Jama'a 2 sièges, RPP Farilla 2 sièges, ARD Adalti Mutunti 2 sièges, Amin 2 sièges, MDN Falala 2 sièges, RSD Gaskia 1 siège, ADEN Karkara 1 siège, PSD Basira 1 siège, ADR Mahita 1 siège et RNDP Anema Banizumbu 1 siège. Les partis ci-dessus cités sont invités à déposer auprès du greffier en chef de la Cour constitutionnelle au plus tard le mardi 2 mars 2021 à 18 h les noms des candidats et leurs suppléants devant occuper les sièges obtenus dans le respect des dispositions des textes suivants. 1. Article 3 du décret numéro 2020-670-PRN, MISP-D, ACR, MPF-PE, du 26 août 2020 portant modalité d'application de la loi numéro 2000-008 du 7 juin 2000 instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État, modifié et complété par la loi numéro 2019-69 du 24 décembre 2019. Au terme de cette disposition, le parti politique est tenu d'affecter la proportion d'élus de l'un ou de l'autre sexe correspondant aux 25% dans la détermination du quota sur chaque liste, lorsque la fraction restante est supérieure ou égale à 0,5%. Il est arrondi à l'excès jusqu'à l'obtention du taux de 25% sur la liste globale de la circonscription électorale. 2. Article 143, alinéa 1 et 2 du Code électoral qui dispose que les listes des partis politiques doivent obligatoirement comporter au moins 75% de candidats titulaires au moins du BEPC ou de son équivalent et 25% au plus de ceux ne remplissant pas cette condition. Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent. Point final de cette édition d'information. Merci de votre attention. Au revoir.